Voilà, chers auditeurs d'Africa Jama sur Radio Air Libre, nous recevons aujourd'hui Madame Justine Mpoyo Kasavubu. Ce n'est pas dans nos habitudes de recevoir presque à la foulée deux fois la même personne, mais puisque nous avions déjà reçu Madame Kasavubu au mois de janvier, et vous vous en souvenez certainement, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous recevons Madame Justine Mpoyo Kasavubu pour quand même, je dirais, une date assez importante, mais qui est passée comme ça pour la plupart des gens. Il s'agit du 24 mars 1969, si vous ne vous en souvenez pas. C'est la date de la disparition du président Joseph Kasavubu. Et nous recevons donc Madame Mpoyo Kasavubu dans nos studios. Madame Justine Mpoyo Kasavubu, bonjour. Bonjour, bonjour. Madame, la date du 24 est passée assez inaperçue. Comment est-ce que vous pouvez expliquer ça et qu'est-ce qui fait que les médias, principalement les médias congolais, n'ont pas, comment dirais-je, n'ont pas souligné quand même cette date qui reste une date importante pour la RDC? Oui, vous savez, je pense que ces dernières années, ou je pourrais même dire ces dernières décennies, nous avons pris l'habitude de constater que les autorités de la RDC ne rendent pas le juste hommage que mérite le président Joseph Kasavubu, dont je rappelle quand même qu'en tant que président de la République, il n'était pas seulement le président de sa région, il était le président de tous les Congolais. Donc voilà, ces dernières années, on a surtout constaté que quand il y avait des petites choses qui se faisaient, des petites initiatives, c'était plutôt d'ordre privé des membres de la famille. Mais il est vrai que les gouvernements successifs n'ont jamais considéré qu'il fallait honorer cette date-là. Or, je vous fais observer quand même que quand vous allez aux États-Unis, il est absolument tout à fait anormal qu'on ne puisse pas penser à George Washington, le père fondateur des États-Unis. Donc, ici, chez nous, il n'y a qu'au Congo où tous ces paradoxes ont droit de citer. Alors, je me dirais, oui. Est-ce qu'il y a un rapport avec le 17 janvier? Le 17 janvier, c'est une date qui, quelque part, est passée, est devenue officielle en RDC. Chaque année, on rappelle cette date-là. Je pense même que c'est un jour férié en République démocratique du Congo. Est-ce que comment dirais-je, les gens qui sont soit de la famille, soit même politiquement proches du président Joseph Kasavubu pensent qu'il faudrait aussi quelque part trouver un jour où il faut penser au premier président de la République démocratique du Congo, ou bien? Moi, je pense qu'il faut voir le problème beaucoup plus en profondeur. Vous savez, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même une tendance à balayer l'histoire de notre pays. Donc, il y a aussi des manipulations d'ordre géopolitique qui interviennent, qui font que notre pays n'est pas n'importe quel pays. Et donc, lorsque le père de la nation congolaise, sa date anniversaire passe comme ça inaperçue, mais ça participe aux tentatives de banalisation de notre pays, de neutralisation de notre pays et de l'amnésie historique. Parce que ça, c'est un des volets de la situation. Mais l'autre volet, moi, je préfère aussi vous dire que on peut s'interroger, justement, pourquoi est-ce que la date anniversaire de Kasavubu passe inaperçue. Et on peut même aller jusqu'à soupçonner qu'il y a une volonté délibérée. Parce que, vous savez, une chose est d'avoir des monuments à gauche et à droite pour les uns et pour les autres, mais l'autre chose, c'est qu'est-ce qu'on assure après? Quelle est la pérennité historique et politique qu'on donne aux gestes que l'on accomplit? Et ici, moi, je préfère vous dire que nous avons la nette impression, parce que vous avez parlé de famille tout à l'heure, nous avons la nette impression qu'il y a une volonté de détruire l'histoire de notre pays. Je vous cite un exemple, tout simplement. Vous savez que le 13 novembre 2006, il y a un décret-loi qui a été voté et vous pouvez mener vos enquêtes. Ce décret-loi, qu'est-ce qu'il stipule? Il stipule que tous ceux qui ont rendu des services éminents à la nation ont droit de la reconnaissance de la nation. Et ça se traduit par un traitement particulier des émoluments que l'on donne à ces familles-là. Eh bien, je vous informe que la famille Mobutu, dont on sait pourtant quels ont été les tenants et les aboutissants du système qui avait été mis en place, mais dans cette famille-là,
eh bien, cette reconnaissance est octroyée. Et ça se traduit par des libéralités que l'État reconnaît à telle et telle famille. Dans la famille de Mobutu, par exemple, on touche, je dirais, ces émoluments qui sont dévolus au service rendu à la nation. Mais la famille... Il y a quelqu'un qui reçoit cet argent-là, ou bien c'est tout simplement prévu, mais est-ce que c'est vraiment versé? Non, nous avons fait aussi nos démarches et nous avons rencontré toutes les autorités et il nous a été affirmé que dans la famille Mobutu, par exemple, Nzanga Mobutu touche cet argent, mais c'est l'aîné, évidemment, et donc il a toutes les prérogatives. Et il a fait partie du gouvernement aussi. Et il a fait partie du gouvernement. Donc ça pourrait peut-être expliquer que... Oui, mais ça montre aussi que... Laissez-moi terminer d'abord mon idée. Ouais. Eh bien, dans la famille Kasavubu, depuis le 13 novembre 2006, eh bien, l'argent sort des caisses de l'État. Et ça, j'ai rencontré toutes les autorités de la République qui ont dit, mais oui, votre père a droit à cette reconnaissance, c'est devenu un droit, ce n'est plus une faveur, puisque ça a été voté par le Parlement. Vous y avez droit, tous les enfants, en ligne directe. Eh bien, dans la famille Kasavubu, j'ai mes frères aînés ici, personne ne touche cet argent. Mais pourtant, l'argent sort. Et encore, en 2012, l'argent est sorti des caisses de l'État. Donc, où va cet argent? Alors, c'est pour vous dire que le traitement qui est réservé à Kasavubu et à ceux qui devraient répondre de la reconnaissance qui lui est due, eh bien, c'est un traitement totalement injuste et totalement paradoxal. Et donc là, j'aimerais bien que vous puissiez aussi mener vos propres investigations et que vous me réinvitiez éventuellement plus tard pour que je puisse peut-être répondre aux questions auxquelles vous aurez été confrontés en vérifiant ce que je suis en train de vous dire. Mais c'est vrai que Kasavubu n'a pas le traitement qu'il mérite. Et aujourd'hui, nous aimerions bien savoir où va cet argent. Maintenant, est-ce que c'est un problème lié au président Kasavubu ou lié à l'application du décret? Vous dites qu'il y a un décret qui reconnaît en Kasavubu, bien sûr, le droit pour ses héritiers, pour ses enfants, ainsi de suite, de toucher quelque chose versé par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Et vous reconnaissez aussi que l'argent est sorti. Donc, le problème ne se pose plus par rapport vraiment aux égards qu'il faut au président Joseph Kasavubu, mais plutôt dans l'application, dans la manière dont les choses se font. Où va cet argent? C'est une démarche qu'il faut faire. Mais nous avons entrepris les démarches. Vous savez que quand même comment fonctionne notre pays. Nous avons une hiérarchie nationale, nous avons quand même un chef de l'État. Et quel est le rôle d'un chef de l'État? C'est le garant de la nation, c'est le garant des biens, de la protection des biens et des personnes. Donc dès lors qu'il y a des dysfonctionnements, eh bien, je pense que la hiérarchie nationale est en devoir justement de vérifier si tout cela se passe correctement ou pas. Donc nous avons mené nos investigations, nous, en tant que famille, en tant que Kasavubu, mes frères aînés, qui ont toujours entendu parler de cela, qui ont toujours eu des témoignages, oui, l'argent est sorti, mais ils n'ont jamais rien touché. À un moment donné, ils m'ont dit, mais Justine, vous allez au Congo, essayez un peu de voir. Et donc, j'ai rencontré toutes les autorités, aussi bien les présidents de l'Assemblée que le président du Sénat, que le Premier ministre successif. Eh bien, tous ont reconnu que l'argent sort des caisses de l'État, mais personne n'a été en mesure de me donner les méandres, justement, de cet argent. Donc, nous aimerions bien que justice soit rétablie, que la réhabilitation de Kasavubu soit réellement effective, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et c'est pour ça que je suis amenée à vous dire, on se pose la question si vraiment ce n'est pas délibéré, si dans le désordre que connaît notre pays aujourd'hui, si tout cela ne participe pas justement de l'effacement de la mémoire collective en RDC, parce que, évidemment, notre pays est une convoitise, aussi bien hier qu'aujourd'hui. Et donc, ce n'est pas n'importe quel pays, c'est un pays qui est vraiment sous dans le collimateur des prédateurs de toutes sortes. Et la balkanisation est à nos portes. Et donc, tout cela peut-être expliquer qu'on cherche d'abord à éliminer les premiers symboles, dont Kasavubu, et évidemment ses enfants, parce qu'évidemment, nous sommes des témoins tout à fait directs de cette mémoire. Madame Justine Mpoyo, vous parlez donc de reconnaissance face, disons, par rapport à au président Joseph Kasavubu. Mais je le dis de mémoire, je crois que l'année dernière ou l'année d'avant, il y a eu une statue qui a été érigée, mais que la famille aurait
plutôt préféré que ça soit placé au Bas-Congo. Est-ce que c'est vrai cette information? Mais là, vous touchez un problème qui, justement, est très intéressant parce que, vous savez, la première reconnaissance vis-à-vis d'un homme d'État de l'envergure de Kasavubu, mais c'est quand même de reconnaître qu'il a une famille et qu'il y a un clan, il y a un village, il y a une région. Et donc, lorsqu'on prend des initiatives aussi symboliques, mais le minimum, c'est d'associer toute sa famille, c'est d'associer les ayants droit. Or, tout cela n'a pas été fait. Je vous dis encore une fois, j'ai des frères aînés. Kasavubu a eu 9 enfants, j'ai des frères aînés qui n'ont jamais été sensibilisés, qui n'ont jamais été informés, qui n'ont jamais été invités. Donc tout cela, on a vraiment l'impression que ça a été fait parce que certaines personnes avaient besoin peut-être que de l'argent sorte des caisses de l'État, justifier cela par une statue, mais ne pas du tout homologuer ça par la reconnaissance de la famille. Non, nous n'avons pas été saisis. Nous n'avons pas été saisis. Mes frères aînés sont ici avec moi en diaspora. Eh bien, ils n'ont jamais été invités. La statue a été érigée? Nous avons vu des images à la télévision, vous comme moi. Eh bien, c'est malheureux. Mais il y a eu de la manipulation, il y a eu de la négligence. Et nous n'avons jamais été associés à ces initiatives-là. Et donc, c'est ça que moi, je suis aussi en train de dénoncer. Parce que si on veut rendre hommage à Kasavubu, mais les premières personnes qui doivent être concernées, ce sont quand même ses ayants droit, ce sont ses enfants. Or, Kasavubu a eu 9 enfants. Et l'aîné des enfants est ici, n'a jamais été saisi dans toutes ces initiatives. Donc, il y a quand même quelque chose qui se passe, qui doit peut-être bien détruire la mémoire de Kasavubu, parce que on ne peut pas s'expliquer qu'ayant des institutions dans notre pays, que tout ce qui touche à Kasavubu soit banalisé, soit bafoué de cette manière. C'est inacceptable. En tout cas, nous allons retenir pour cet échange que la famille Kasavubu considère que le traitement qui est réservé, en tout cas la mémoire de Joseph Kasavubu, n'est pas à la hauteur du rang du personnage. Nous allons passer quand même, puisque nous avons Madame Kasavubu dans nos studios, Madame Kasavubu, l'actualité, c'est quand même l'arrestation de Bosco Ntaganda et la proposition d'un dialogue qui est initié par Joseph Kabila en RDC. Nous allons commencer par Ntaganda. Lorsque vous avez appris que Ntaganda s'est rendu à l'ambassade des États-Unis et que finalement, après multiples tractations, il a été conduit à la CPI, comment est-ce que vous vous êtes senti d'abord? Parce que c'était quelque chose que vous aviez aussi exigé dans le passé. Comment est-ce que vous avez vous analysé ce transfert de Bosco Ntaganda finalement à la CPI? Oui, mais il aurait dû être précédé par Nkunda Batware, par exemple, parce que nous avons aussi demandé en son temps que Nkunda Batware puisse répondre des massacres, des viols des femmes, de la maltraitance de nos enfants. Mais qu'est-ce qu'on avait constaté à ce moment-là? Que Nkunda Batware, tout d'un coup, avait brandi un passeport en disant que je ne suis pas congolais ou je ne suis plus congolais, je suis rwandais, et il a traversé la frontière. Aujourd'hui, il coule des jours tranquilles, Dieu sait où. Bon, alors, maintenant, vous parlez de Ntaganda, mais on doit quand même s'étonner de la manière dont tout cela s'est passé. Nous avons plutôt le sentiment que M. Kagame cherche à se couvrir. Parce que qu'est-ce qu'on a observé? Ntaganda a déclaré à la CPI que voilà, je suis né au Rwanda, mais j'ai grandi au Congo. Et puis, lorsqu'on lui demande dans quelle langue voudriez-vous vous exprimer, il dit que ce n'est pas le Lingala qu'il choisit, ce n'est pas le Swahili, ni le Chiluba, ni le Kikongo, mais il dit je vais m'exprimer en Kinyarwanda. Donc, ça veut dire que, en tant que citoyen de quelque part... Pourquoi cela choque les Congolais? Mais ça choque parce que d'abord, il n'a pas décliné l'identité qu'il devrait décliner. Nous ne savons pas d'où il vient, de quel village il est né, qui est son père, qui est sa mère. Alors, il est général dans l'armée congolaise, mais alors... qu'on nous dise s'il a été à Sandhurst, s'il est sorti de West Point ou bien s'il est sorti de Saint-Cyr. Parce qu'à mon avis, quand on est général, c'est qu'on a fait quand même une académie militaire. De tout cela, nous n'en savons rien. Donc, il dit qu'il s'exprime en Kinyarwanda. Donc, en tant que général, il n'avait d'ordre à recevoir que de la hiérarchie. Or, la hiérarchie pour l'armée rwandaise, c'est Kagame. Pour l'armée congolaise, c'est Kabila. Or, si Ntaganda dit qu'il ne parle ni le Chiluba, ni le Kiswahili, ni le Kikongo,
Congo. Donc ça veut dire qu'avec sa hiérarchie et la hiérarchie congolaise, donc avec Kabila, il s'exprimait en Kinyarwanda. Alors donc ça veut dire qu'ici, en fait, Taganda n'a pas été aussi idiot qu'on peut le croire. Parce qu'il a bien montré qu'en fait, il y a une complicité entre Kinshasa et Kigali. Parce qu'il a bien dit, il s'est gardé de citer des noms, mais il a bien dit, voilà, j'ai quand même mis mes pieds au Rwanda, j'y suis né. Et puis après, il dit, non, j'ai grandi à Kinshasa. Et comme général, donc il recevait des ordres des deux côtés. Donc en fait, il a voulu démontrer, sans les nommer, qu'il avait des ordres qu'il recevait, et pour tuer les femmes, et pour massacrer nos populations, à la fois de Kigali et de Kinshasa. Comment dirais-je, par rapport donc à cette déclaration qu'il a faite de vouloir parler en Kinyarwanda, nous rappelons à nos auditeurs que Madame Justine Kasavubu parle des 4 langues. Ce sont les 4 langues nationales congolaises aux côtés du français qui est la langue officielle. Donc naturellement, les Congolais désirer plutôt parler dans les 4 langues, sinon dans la langue officielle, mais pas une autre langue. Mais oui, mais vous observerez aussi que, tiens, il y a aussi des traducteurs qui sont déjà prêts à la CPI pour traduire du Kinyarwanda en français ou en anglais et vice-versa. Vous pensez qu'il y a eu des tractations entre le Rwanda et les États-Unis? Mais bien entendu, parce que, écoutez, on ne peut pas bénéficier de l'impunité comme on a pu l'observer pendant tant d'années sans qu'il y ait quand même des soutiens. Alors, si aujourd'hui Taganda est livré, moi je suis désolée, mais ce n'est qu'un lampiste qu'on livre. Parce que, en fait, lorsque Taganda a agi et lorsqu'il a participé à la coupure d'électricité au barrage d'Inga, parce que ça, je préfère aussi vous le rappeler, ça remonte à très loin. Donc, il était aussi dans le groupe de ceux qui ont coupé le barrage d'Inga, et vous vous rappelez, nous avons déploré beaucoup de morts à l'hôpital central de Kinshasa à cause de cette coupure d'électricité. Donc, ces crimes qui ont été perpétrés, c'était des ordres qu'il avait reçus de Kagame. Et alors, nous sommes obligés de nous interroger, la hiérarchie de Kinshasa, sachant cela, qu'est-ce qu'il faisait dans notre armée, sinon recevoir aussi des ordres analogues de tuer nos populations? Mais Madame Justine Kasavubu, la chose la plus importante aussi lorsqu'une personne est traduite comme ça en justice, c'est qui se présente pour être partie civile. Ça, c'est un problème. Est-ce que des organisations congolaises, l'État congolais, des personnes physiques, privées, tout à l'heure, nous allons recevoir nos amis de la Prodec qui sont parties civiles dans ce procès-là, mais il y en a très, très peu des gens qui viennent aussi ajouter des charges par rapport, ou en tout cas, des gens qui se disent, ben, nous aussi, on a été lésés par cette personne qui est traduite en justice à la CPI. Ce manque de, comment dirais-je, de présence quelque part de la communauté congolaise, des associations, des ONG à la CPI, c'est quand même interrogateur. Non, moi je pense qu'il faut d'abord constater que la Prodec est une association en laquelle nous croyons très très fort. Et donc je pense qu'il y a toute une dynamique qui est en train de se mettre en place pour justement donner plus de moyens à la Prodec pour mieux représenter justement toutes les aspirations de la population congolaise à l'égard de ce dossier. Et donc, moi, je pense qu'il faut donner un tout petit peu de temps à la Prodec. Moi, je suis de ceux qui vont plutôt plaider pour que des associations crédibles comme la Prodec et d'autres à côté de la Prodec puissent avoir tous les moyens de manière à ce que les revendications du peuple congolais puissent être relayées à juste titre. Alors, à l'agenda de la République démocratique du Congo, ça c'est notre dernier point avec vous, Madame Justine Kasavubu. Il y a cette idée du dialogue intercongolais. On se rend compte que dans la diaspora, ça bouge. Il y a beaucoup d'hommes politiques qui sont ici, qui espèrent y aller, qui se cachent presque. Mais cela me rappelle à un certain moment, Madame Justine Kasavubu, vous auriez dû être la représentante de la diaspora lors du dialogue intercongolais, mais je crois qu'il s'était passé quelque chose que vous n'aviez pas assumé ce rôle-là. Vous pouvez nous rappeler cela? Mais vous savez, ce sont toujours des souvenirs un peu douloureux. Vous savez, la classe politique congolaise a encore besoin de beaucoup de maturation. J'ai l'impression quand même qu'il y a une conscience nationale qui a fait défaut. À cet égard, je vous signale que M. Lebat, qui était à ce moment-là les collaborateurs de
l'ambassadeur Mogwe du Botswana, qui était venu pour faire les préparatifs, ils avaient recommandé à la classe politique congolaise de la diaspora de déléguer au moins une femme dans ces assises-là. Mais qu'ont fait nos compatriotes? Eh bien, ils ont chipoté. Ils ont préféré faire, soi-disant, des votes préliminaires où eux-mêmes se sont livrés au jeu qu'on reproche aujourd'hui au pouvoir en place. C'est-à-dire qu'il y a eu des manipulations, des tricheries. Autrement dit, ils ont fait exactement la même chose que le pouvoir en place aujourd'hui en RDC. Et à ce moment-là, évidemment, le résultat était celui qu'ils attendaient. C'est-à-dire exclure la maman et partir. Mais voilà le résultat aujourd'hui. Donc moi, je n'ai pas dévié d'un iota de la lutte que je mène pour le peuple congolais. Et j'ose penser que cette fois-ci, au moins, on tirera les leçons du passé pour que tous ceux qui ont la capacité et la possibilité de peut-être mettre tous les dossiers sur la table puissent aller le faire. Mais moi, je dis aussi que ce dialogue, il ne doit pas être un énième dialogue simplement pour parler pour des postes. Avant de passer au dialogue tel que proposé aujourd'hui, par rapport à ce qui s'était passé donc, dans le passé, Madame Justine Mpoyo Kassavoubou, certains analystes avaient considéré que si vous aviez raté cette occasion, c'était aussi parce que vous êtes un peu seul souvent. Vous représentez un poids politique, mais concrètement, vous êtes souvent un peu seul et lorsqu'il faut avoir des réseaux pour que des décisions concrètes comme ça puissent être prises, vous retrouvez finalement seul et ce n'est pas trop compliqué pour vous mettre de côté, ce qui était le cas à l'époque. Est-ce que vous le ressentez comme ça, vous aussi? Non, je ne le pense pas. Je pense plutôt qu'il faut retourner l'argumentaire en disant que vous savez, il y a un instant, j'ai dit que la classe politique a encore besoin de beaucoup de maturité. Lorsque vous avez en face de vous une femme intelligente, une femme qui a quand même de l'expérience politique et qui est en plus écrivain, et qui réfléchit, qui a aussi le sens de l'histoire de ce pays, bon, il y a quand même encore parmi nous des hommes qui ont quand même un peu de jalousie qui les taraudent ici ou là. Donc, je crois que c'est une question de conscience nationale qu'il faut simplement sensibiliser les uns et les autres. Je ne suis pas seule. Parce que si j'étais seule, je n'aurais pas participé aux élections de 2006. Vous allez me dire, oui, vous n'avez pas gagné. Non, mais tout le monde sait évidemment quelles sont les manipulations qui ont eu cours au pays. Vous allez me dire, je suis seule. Je ne suis évidemment pas seule. Il suffit de regarder justement le patrimoine historique que nous représentons. Et à ce moment-là, vous allez tout de suite comprendre que ce sont plutôt des susceptibilités de bas étage qui ont pu justifier cela. Parce que quand j'ai été en poste, lorsque j'ai pu militer aussi au sein de l'UDPS, est-ce que je l'ai fait simplement parce qu'il y avait des membres de la diaspora ou parce que nous représentions effectivement quelque chose de valable dans ce pays? Non, je crois que là, c'est une erreur. Et bon, je pardonne à tous ceux qui ont fait cela, mais qu'on regarde aussi ce que le pays paye aujourd'hui, du fait que les bonnes personnes ne sont pas aux bons endroits et aux bonnes places quand il le faut. Alors, dernière question. Vous êtes tenté par aller au dialogue tel que Kabila l'appelle? Mais écoutez, d'abord, Kabila aujourd'hui n'a pas de légitimité, en fait. Au premier chef, si on regarde, il n'a pas de légitimité pour convoquer le peuple congolais parce qu'en fait, il ne représente pas le peuple congolais puisqu'il n'a pas été élu. Donc maintenant, qu'on nous dise qu'il revient à de bons sentiments, il voudrait profiter de ce dialogue pour régler des problèmes. Mais alors, si la majorité des Congolais estiment qu'il faut aller à un dialogue. Mais ça ne doit pas être un dialogue pour homologuer la tricherie. Ça doit être un dialogue pour résoudre d'abord le problème fondamental que nous avons, c'est-à-dire le contentieux électoral. Monsieur Etienne Tshisekedi, dont je salue encore ici le courage parce qu'on ne le souligne pas assez. On continue à nous dire, oui, voilà, il est trop vieux. Mais non, Gizengad était plus jeune ou était plus vieux, mais il était quand même arrivé aux affaires. Donc moi, je dis que je salue le courage de M. Tshisekedi et je rappelle ici qu'il a gagné les élections. Et donc, si on veut aller à un dialogue, on doit se battre d'abord pour les principes, parce qu'il ne s'agit pas aujourd'hui d'un problème qui concerne l'individu Tshisekedi, mais il s'agit de la pérennité de nos institutions. Qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants demain? Et donc, pour ça, il faut sauver les principes. Et donc, quand il y a des élections, celui qui gagne doit gouverner. Alors, celui qui a perdu doit attendre une échéance ultérieure pour pouvoir revenir devant le peuple et se prononcer ou se présenter encore une fois. Or, ici, on voudrait nous faire avaliser encore
la tricherie. Donc, aller au dialogue, résoudre les problèmes du contentieux électoral, que ce soit à l'ordre du jour, à ce moment-là, nous sommes prêts d'examiner cette éventualité. Mais je dois dire aussi que nous devons savoir qui doit aller au dialogue. Il ne faudrait pas qu'encore une fois, on puisse mettre les Congolais de côté et qu'après, on vienne nous taxer de xénophobie parce que nous revendiquons notre identité. Non, aujourd'hui, le Congo appartient aux Congolais. Donc, si on doit aller au dialogue, les Congolais doivent se rendre alors à ce dialogue pour décider de l'avenir de leur pays. Il ne faudrait pas qu'on vienne encore nous infiltrer des gens de Kagame, des Burundais, des Rwandais, des Ougandais. Non, ça suffit. Ça suffit. Donc, pour vous, Madame Madame Justine Mpoyo Kasavubu, toutes mes excuses, pour vous, c'est le contentieux électoral qui doit être le premier point à aborder avant toute autre chose. Mais oui, parce que sinon, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons entériner la tricherie, ou les subtilités de la tricherie, ou les subtilités de la tricherie, des manipulations. Il n'en est pas question. Le Congo aujourd'hui est au carrefour de la géopolitique de demain. Vous savez qu'aujourd'hui, les enjeux du 21e siècle, c'est pas simplement d'avoir un pays au cœur de l'Afrique centrale, mais c'est de savoir comment est-ce que nous allons nous en sortir avec les barrages, avec la richesse en eau, comment est-ce que nous allons protéger nos forêts, qu'est-ce que nous allons léguer aux générations futures, parce qu'en fait, c'est ce débat-là que la communauté internationale aujourd'hui est en train d'essayer de résoudre. Alors, il ne faudrait pas que le Congo soit encore le dindon de la farce, parce qu'à ce moment-là, nos enfants, quel avenir est-ce qu'ils vont avoir? Vous savez, ici, vous avez beau avoir la nationalité belge, allemande ou française, mais il y a quand même encore des difficultés à se faire valoir, parce que on vous ramène chaque fois à votre identité d'origine. Et donc, moi, je dis, préparons notre pays pour que nos enfants puissent y trouver une terre d'accueil vraiment digne du combat que nous aurons mené. Et donc, moi, je dis que ce dialogue-là devrait tenir compte d'abord de notre place, quel rôle le Congo doit jouer, et surtout, quel est notre mot à dire. Parce que nous avons un mot à dire. Il n'y a que les Congolais incompétents ou qui sont au mauvais endroit, au mauvais poste, qui ne savent pas pourquoi ils y sont. Et donc, je dis que le Congo aujourd'hui doit retrouver sa place, et donc on ne doit pas aller dans un dialogue pour entériner la tricherie, mais au contraire pour sauver les principes, l'état de droit, la souveraineté nationale. Est-ce que nous devons brader notre nationalité? Est-ce que nous devons accepter n'importe qui à n'importe quelle fonction? Est-ce qu'il n'est pas temps que les Congos ou que les Congolais se réapproprient leur destin? Nous allons prendre le seul auditeur dans cet échange, 02 344 58 55. Madame, monsieur, bonjour. Bonjour, messieurs. Oui, on vous écoute. Oui, je voudrais poser une question à Madame Justine Mpoyo Kasavubu. Oui, allez-y. Oui, oui, merci. Attendez, parce qu'il ne vous écoute pas, le temps de mettre les casques. Voilà, allez-y. Oui, je disais que je voulais poser une question à Madame Kasavubu. Oui, allez-y. Oui, Madame Poyo a toujours eu de bonnes idées, mais sinon, je trouve qu'il est en train d'entretenir une certaine confusion. Dans quel sens? Nous savons que aujourd'hui au Congo, il y a un chef de l'État. Même si, il ne l'approuve pas, mais c'est Kabila qui est reconnu comme le président de la République. Il est en train de représenter le pays partout à travers le monde. Hein? Même la communauté internationale le reconnaît. Et Mme Poyo dit que non, ce n'est pas Kabila qui est habilité à convoquer ces assises qui vont bientôt avoir lieu. Alors, Mme Poyo, qui, si ce n'est pas Kabila, qui? Est-ce que c'est Mme Poyo elle-même qui peut convoquer, ou bien c'est Papa Etienne Kasavubu, qui est présumé comme perdant ou bien comme président de la République? Et Mme Poyo me répond à cette question-là parce que il est en train d'entretenir une certaine confusion. C'est Kabila qui a on vous a compris, monsieur. Comme oui, nous n'avons pas beaucoup de temps avec Madame Kasavubu, le temps juste qu'elle vous réponde, Madame Justine. Mais je pense que cet auditeur n'a rien compris. Il n'a absolument rien compris à ce que je viens de dire. Moi, je ne dis pas que Kabila n'est pas là. Moi, j'ai bien dit que Kabila n'a pas la légitimité de convoquer ce dialogue. Mais si le dialogue doit avoir lieu, c'est bien quand même ce que j'ai dit, ou qu'on devait comprendre. Si ce dialogue doit avoir lieu, donc nous devons y aller en sauvant les principes. Il ne faudrait pas qu'on y aille comme si de rien n'était, comme s'il n'y avait pas un contentieux électoral. Parce que demain, les élections qui vont venir, à un moment donné,
ce sera pour les organiser comment? Est-ce que ce sera justement pour laisser l'exemple, le piteux exemple auquel nous avons assisté? C'est de cela qu'il s'agit. Donc, ce n'est pas moi qui entretiens la confusion, c'est notre auditeur qui n'a pas compris ce que moi je voulais dire. Et donc, aujourd'hui, dire que oui, Kabila, il est reconnu, oui, mais nous savons très bien quels sont vraiment les tenants et les aboutissants du jeu, de la géopolitique qui a eu cours dans notre pays. Le Congo n'est pas n'importe quel pays et nous devons aujourd'hui être conscients de ce qu'est le Congo et que les Congolais puissent défendre valablement leur pays. Madame Poyo, votre dernier mot? Mais le message à la diaspora congolaise, que je félicite et que j'encourage, que j'exhorte à aller de l'avant, parce que n'oublions pas, si aujourd'hui, on peut quand même encore parler de dialogue les uns les autres, ou que Kabila voudrait se donner le beau rôle en convoquant un dialogue, je suis désolée, mais c'est quand même le travail de la diaspora congolaise à travers le monde. Et donc, nous sommes ici encore en diaspora, et je souhaite que la diaspora ne baisse pas les bras, même si les médias ne relayent pas toutes les manifestations, mais que cette diaspora continue, parce qu'à un moment donné, ça va exploser et les médias seront bien obligés de rendre compte de ce qui se passe réellement dans notre pays. Et donc, mon message, c'est un message d'espoir. Ne nous décourageons pas, continuons à nous battre et surtout, soyons Congolais, restons Congolais et n'acceptons plus n'importe quoi. Parce qu'aujourd'hui, pour avoir été très congolais, pour avoir été très hospitaliers, eh bien aujourd'hui nous payons ce prix-là. Ceux à qui on a offert l'hospitalité sont venus pour nous tuer, pour nous détruire et pour massacrer nos femmes et nos enfants. Eh bien tout cela maintenant doit cesser. J'espère que Taganda ne sera pas le dernier, mais que les commanditaires des meurtres ou des crimes qu'il a commis pourront ensuite le suivre à un moment donné. Merci beaucoup, Madame Justine Poyo Kassavubu, pour cette intervention sur les ondes de Radio Air Libre. Merci à tous les auditeurs qui nous appellent, mais que nous ne pouvons